Bonjour et bienvenue à cette seconde conférence de notre programmation automne 2025, présentée par la Direction des affaires académiques et innovation du CIUS de l'Ouest du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, pour votre information, je le répète à chaque début de webinaire, mais la conférence sera enregistrée et mise à votre disposition pour visionnement futur sur la page web de notre établissement. Donc, je me présente, Sylvain Charbonneau, chef de service transfert des connaissances et innovation. Bienvenue encore une fois et merci de votre présence si nombreuse à la conférence d'aujourd'hui. Merci de contribuer ainsi à ce rayonnement et au succès de nos webinaires synaptiques. Donc, ces webinaires sont rendus possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué, oui, de près et de loin, à la mise en place et à la réalisation de ces conférences. Donc, la conférence d'aujourd'hui aura pour titre Démystifier les soins palliatifs, une conférence qui nous propose de lever le voile sur l'univers des soins palliatifs. Donc, nous avons l'honneur de recevoir pour cette conférence Madame Sophie Latour. Donc, Sophie Latour est travailleuse sociale à la Maison des soins palliatifs La Source Bleue, en Montérégie, depuis plus de 10 ans. Parallèlement à ses fonctions, elle est également formatrice et se spécialise dans le deuil, les pertes et les transitions. Alors, bienvenue. Madame également Lynne Duguay. Lynne Duguay est infirmière depuis 29 ans et travaille depuis près de 10 ans à la Maison des soins palliatifs La Source Bleue, en Montérégie également. Donc, en 2016, elle a complété un micro-programme de deuxième cycle en soins palliatifs et fin de vie à l'Université de Sherbrooke. Donc, merci beaucoup à nos conférencières et bienvenue. Nous aurons une courte période de questions à la fin. Donc, gardez vos questions pour la toute fin de la conférence. Vos questions pourront être posées dans les deux langues, soit dans la section clavardage ou bien en levant votre main virtuelle et on vous pourra ouvrir votre caméra. Vous pourrez poser votre question directement. Donc, c'est notre collègue Annabelle, je crois, aujourd'hui, qui va être modératrice pour la période de questions. Alors, écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à nos conférencières. Merci encore une fois et bienvenue. Merci de nous accueillir, Sylvain. Lynne, peut-être, oui, merci. Donc, démystifier les soins palliatifs, tout ça en dedans de 45 minutes. Disons qu'on ne se prend pas pour du 7-up plate, hein, on a quand même beaucoup d'ambition. Voilà, donc on déclare que Lynne et moi n'avons aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec cette présentation. Et les objectifs qu'on vise aujourd'hui de façon très, très sommaire, c'est en fait de vous présenter de base les soins palliatifs, ce qu'on entend par soins palliatifs et à quoi ça peut ressembler. Et à partir de là, peut-être que Lynne, ça sera à toi de prendre le dessus pour la suite. Alors, les objectifs de la présentation, c'est d'expliquer les concepts de base sur les soins palliatifs et fin de vie, reconnaître les spécificités de la réalité du patient et de ses proches. Le plan de la conférence, on va parler évidemment de la loi 2 concernant les soins de fin de vie, la définition des soins palliatifs. On va discuter des trajectoires de la fin de vie, l'écosystème des soins palliatifs en général. On ne peut pas passer à côté, le patient et ses proches également. On va prendre un petit moment aussi, c'est important de parler de la spécificité des maisons de soins palliatifs au Québec et on va terminer, tout dépendant du temps qu'on a, des mythes à propos des soins palliatifs. Alors, je débuterai en parlant de la loi concernant les soins de fin de vie. Au départ, j'aimerais mentionner que vous avez au bas de l'écran le site Internet de la loi, en fait, concernant les soins de fin de vie. C'est important pour nous de ne pas toutes vous donner ici par écrit les informations parce que ça va vous... Sur le site Internet, c'est l'endroit idéal, en fait, pour avoir toutes les mises à jour. Il y a eu quand même des changements depuis 2015. Alors, je vous inviterai là, par la suite, si jamais vous avez des questions par rapport à la fin de vie, autre que ce qu'on aura discuté, ben, d'aller directement sur le site. Alors, depuis les années 2000, au Québec, on a parlé de mourir dans la dignité. On a eu une réflexion par rapport à la fin de vie. Il y a Véronique Yvon, entre autres, du Parti québécois, et je pense que c'est un des seuls projets qui a vraiment
tout le monde a travaillé en équipe, en fait, pour ce projet-là, qui a finalement, le 10 décembre 2015, a abouti à la loi 2. Quand on parle de la loi 2, souvent, si on demande aux gens, ils vont dire, ben, c'était la loi de l'aide médicale à mourir. Ben, en fait, c'était pas juste ça. Il y avait, entre autres, les directives médicales anticipées. C'est un document, en fait, que les gens peuvent remplir sur le site de la RAMQ qui permettent à la personne de déterminer d'avance, en fait. Et là, ça n'a rien à voir avec le... euh, ça n'a rien à voir avec les notaires et tout ça. C'est vraiment un document que vous pouvez remplir qui est associé à un code barre avec votre carte d'assurance maladie et qui vous permet d'anticiper, en fait, en cas d'inaptitude, euh, quels soins que vous acceptez d'avoir ou pas. Tu sais, souvent, on va dire aux gens de notre entourage, ben, si un jour je me retrouve à l'hôpital aux soins intensifs, j'espère que vous allez me débrancher, je veux pas rester comme ça tout le reste de ma vie. Ben, on a beau dire cette phrase-là, ça faisait pas bien force de loi, tandis que là, avec les directives médicales anticipées, ça me permet de dire de mon vivant, en fait, au moment où je suis apte à remplir ce document. Vous pouvez avoir toutes les informations là, sur le site. Évidemment, il y avait l'aide médicale à mourir, mais entre les deux, ce que la loi a fait, c'est d'obliger, en fait, vous savez, il y a des certifications, alors ça a comme un peu obligé les milieux de soins à se questionner parce qu'on leur a demandé justement un plan. Ça a permis aux endroits comme les hôpitaux, comme les CHSLD, les différents milieux de soins, de dire, ben nous, on fait quoi avec nos patients en fin de vie? La loi sur les fins de vie, ça obligeait donc les milieux à se positionner, à réfléchir à leurs pratiques et peut-être d'installer ou de revoir comment on accompagnait les patients qui sont en fin de vie. Donc, de là, hein, la définition des soins de fin de vie, des soins palliatifs, ben, en fait, là, Lynn, elle a la belle diapo avec la définition formelle, mais d'emblée, ce que j'ai envie de vous dire, peut-être justement pour être plus dans le concret, c'est que les soins palliatifs, les gens ont l'impression qu'on est en soins palliatifs, que c'est la fin de vie qui s'en vient automatiquement. Pour nous, les soins palliatifs, l'idée qu'on donne souvent aux gens, c'est on ne hâte pas le processus, pas plus qu'on le retarde, hein. On laisse la maladie suivre son cours. Et donc, on va accompagner la personne en fonction des symptômes qu'elle aura. Donc, les soins palliatifs, évidemment, ça rentre avec la question de la fin de vie, hein. Les quelques instants où il y a un parcours, on est vraiment plus dans une détérioration importante de la santé, mais en fait, on peut avoir des fins de vie assez plus rapidement dans le processus. Il y a des gens qui sont en soins palliatifs pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec une visée de soulager les symptômes. On n'est plus en mode curatif. On est vraiment en mode de prendre soin des patients puis de faire en sorte que la qualité de vie soit présente. Donc, vraiment, on aime dire hein, que c'est les soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie. J'ai envie également de vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut plus guérir qu'on ne peut pas soigner, hein. C'est un peu ça l'idée, la philosophie derrière les soins palliatifs. Lamine, je t'invite, oui, merci. Donc, comme je vous disais, hein, ça soutient la vie, ça considère la mort comme un processus normal. On a tendance à l'oublier, hein, mais on est, on vit et on meurt. Donc, surtout dans notre société en Occident, ça reste quand même que la mort, c'est un sujet tabou. C'est correct qu'on ne pense pas à la mort 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelque chose d'existentiel à travers tout ça. Mais en même temps, quand je suis rendue dans ce quelques instants où il y a un parcours, on est vraiment plus dans une détérioration importante de la santé, mais en fait, on peut avoir des fins de vie assez plus rapidement dans le processus. Il y a des gens qui sont en soins palliatifs pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec une visée de soulager les symptômes. On n'est plus en mode curatif. On est vraiment en mode de prendre soin des patients puis de faire en sorte que la qualité de vie soit présente. Donc, vraiment, on aime dire hein, que c'est les soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie. J'ai envie également de vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut plus guérir qu'on ne peut pas soigner, hein. C'est un peu ça l'idée, la philosophie derrière les soins palliatifs.
Donc, comme je vous disais, hein, ça soutient la vie, ça considère la mort comme un processus normal. On a tendance à l'oublier, hein, mais on est, on vit et on meurt. Donc, surtout dans notre société en Occident, ça reste quand même que la mort, c'est un sujet tabou. C'est correct qu'on ne pense pas à la mort 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelque chose d'existentiel à travers tout ça. Mais en même temps, quand je suis rendue dans ce parcours de vie-là ou que mes proches sont rendus dans ce parcours de vie-là, puis que je sens qu'il y a un malaise, puis que ça reste à démystifier, bien, il y a quelque chose qui peut être encore plus lourd. Hein, la mort, ça reste que c'est un passage, un peu comme la naissance. Et en fait, on a mis beaucoup d'emphase sur arriver hein, dans ce monde, mais pourquoi pas soutenir le passage justement de quitter ce monde. Donc, on le dit, hein, on va viser à atténuer la douleur et les autres symptômes. Évidemment que la douleur, c'est quand même un symptôme qui est important, mais ça se peut aussi que le patient que j'ai devant moi se retrouve avec des nausées, de la difficulté à respirer, de la difficulté à marcher, mais ça pourrait même être des symptômes un peu plus d'ordre psychologique ou d'ordre spirituel, donc une remise en question assez profonde dans l'ensemble de sa personne. Donc, évidemment, les soins palliatifs, au-delà d'accompagner au niveau physique, bien, on va avoir une prise en charge qui va être globale, d'où l'importance de travailler en équipe multidisciplinaire. Donc, vraiment, l'idée derrière les soins palliatifs, bien, il y a un continuum. Hein. On prend le patient au moment où on sort de la visée curative, on rentre à ce moment-là dans une visée palliative, offrir une qualité de vie, soulager l'ensemble des symptômes pour accompagner le patient et sa famille. C'est vraiment une entité hein, en soins palliatifs. On travaille avec le patient et sa famille durant la maladie, mais également après, hein, pour soutenir la famille. Donc, en soins palliatifs, c'est pas rare qu'on va voir qu'il y aura des offres de services au niveau du soutien pour le deuil. Donc, ça vous, hein, l'idée derrière ça, c'est vraiment de schématiser que la prise en charge, elle est globale. Donc, évidemment, dépendamment où est l'enjeu, bien, vous aurez compris que peut-être qu'avant d'adresser le côté spirituel ou social, bien, il faut soulager la douleur hein, pour rendre le patient disponible. Mais une fois que ça c'est fait, bien, on peut peut-être aller vérifier au niveau affectif, au niveau social et spirituel, comment ça se passe pour lui, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le soulager, puis faire en sorte qu'il soit le plus confortable possible. Hein. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. Souvent, c'est on vise le confort du patient. Puis ça, on va beaucoup le dire aux familles. Il y a beaucoup de on doit démystifier, même auprès des familles, cette notion-là, au sens où le confort est visé, mais dans toutes les sphères de la vie. Fait que si pour un patient, ça veut dire que le confort passe par la nourriture, bien, il va manger ce qu'il veut le patient avec évidemment l'information quant au risque que ça peut engendrer. Mais ultimement, hein, on est souvent à prévenir des complications. Donc, si je reprends l'exemple de la nourriture, bien, comme équipe, des fois, on va avoir tendance à dire, ben non, il ne peut pas manger telle texture, il ne peut pas manger ci, il est à risque de s'étouffer. Mais on vise le confort, on vise ce que le patient souhaite. Si pour lui manger, puis qu'il est au courant qu'il peut s'étouffer, bien, on va l'avoir noté, mais le patient va quand même choisir de manger des toasts pas molles, mais des toasts bien grillés. Donc, ça va dans toutes ces phases-là, dans tous les aspects de l'individu. Oui. Donc, on entend souvent parler de soins palliatifs, hein, notamment dans les cas de cancer. Je pense que ça reste quand même une maladie qui est assez présente au sein de notre système, au sein de notre société. Donc, évidemment, hein, que le cancer fait partie d'une des trajectoires de fin de vie. Puis souvent, ce type de maladie-là, bien, on les appelle, là, c'est vraiment des trajectoires qui ont une courte période de déclin qui est évident. Donc, c'est comme si pendant un certain temps, hein, on fait des traitements, que ce soit de chimio, de l'immuno, on fait peut-être de la radiothérapie, on voit qu'il y a comme une stabilité qui s'installe dans la progression de la maladie. Puis vient un moment dans le parcours où là, ben finalement, il n'y a plus de traitements qui peuvent guérir. Donc, on passe à des soins palliatifs et là, le déclin est plus important pour arriver éventuellement au décès. Dans les trajectoires de fin de vie, également, bien, il y a les limitations à long terme. Hein, donc, il y a des épisodes intermittents qui sont sévères.
Dans ce type de trajectoire-là, j'ai envie de vous dire que c'est souvent le type de maladie d'insuffisance, hein, les insuffisances rénales, les insuffisances pulmonaires, cardiaques. Donc, l'image qui me vient quand on parle de ce type de trajectoire-là, c'est l'image en escalier. Donc, il y a un épisode où on a une détresse respiratoire, on a une pneumonie, on perd un peu de nos capacités respiratoires et en même temps, à travers les traitements qu'on reçoit, il y a comme une stabilité qui s'installe. On ressort de l'épisode de soins, on a perdu un peu de nos capacités pulmonaires, on a perdu un peu de notre énergie, mais pendant un certain temps, ça se stabilise. Puis là, jusqu'au prochain épisode, hein, qui sera encore une fois sévère, et là, on descendra une marche de plus. Donc, ça, c'est vraiment plus en lien avec les maladies qui sont chroniques, j'ai envie de vous dire. Et les détériorations sur une plus longue durée, bien, vous aurez compris qu'on rentre là-dedans, là, tout ce qui est en lien avec les maladies neurodégénératives, notamment toutes les questions de démence, mais également on pourrait rentrer là-dedans la SLA. Donc, c'est des périodes là, qui demandent, c'est un parcours du combattant, j'ai envie de vous dire, pour le patient, mais évidemment pour la famille également. Donc, dépendamment à quel type de trajectoire de fin de vie, bien, on va se poser la question, ça va influencer les réactions des patients quand ils vont arriver en soins palliatifs, ça va évidemment influencer les réactions des familles aussi, parce qu'ils viennent avec une histoire avant d'arriver dans tout ça. Donc, ça va être aussi important de prendre le temps de les laisser se raconter dans leur parcours de maladie, dans leur parcours d'accompagnement des équipes de soins pour être en mesure de mieux comprendre comment les accompagner. À travers le temps, au départ, hein, on avait vraiment une approche traditionnelle des soins palliatifs. Donc, on était vraiment dans une visée de traitement où ce qu'on souhaitait, c'était d'enrayer la maladie, de viser une guérison. Puis, à un moment donné, venait qu'on voyait bien que à travers le temps, bien, les traitements n'étaient plus efficaces. Puis là, on changeait de soins. On allait dans les soins palliatifs. Et assez rapidement, bien, un décès arrivait. Ce qu'on tente de voir de plus en plus dans les milieux où la visée qu'on cherche à instaurer dans les différents milieux de soins, quand on parle de soins palliatifs, c'est vraiment l'approche palliative intégrée. Donc, l'approche palliative intégrée, bien, c'est que dès le départ de la maladie, évidemment qu'on reste avec l'idée de guérir la personne, mais assez rapidement, hein, au-delà de viser la guérison, bien, les soins palliatifs, des fois, c'est aussi de prendre soin de la douleur de façon plus large. Donc, à travers les traitements, il y a peut-être d'autres douleurs qui sont associées à la maladie. Donc, je ne veux pas juste la guérir, mais je veux également soulager ces symptômes-là, de faire en sorte que j'aille la vie la plus confortable possible. Donc, vous voyez, hein, le traitement de la douleur et des symptômes arrive assez rapidement au-delà de juste guérir. On veut aussi prendre soin des symptômes. D'où, hein, on voit de plus en plus l'émergence des cliniques de gestion de symptômes, gestion de la douleur. Ça vient s'inscrire justement dans cette approche-là, où éventuellement, bien, il y aura peut-être quelque chose qui sera plus de l'ordre des soins palliatifs tels qu'on les connaît, là, où on s'en va vers une fin de vie. Mais en même temps, ce n'est pas, hein, les soins palliatifs, je pense qu'il faut sortir que c'est des soins où la mort est là nécessairement, mais c'est aussi tout soutenir le processus pour soulager l'ensemble des symptômes, que ce soit physique, moral, psychologique, spirituel et tout ça. Merci. Ouais. Donc, juste comme ça, hein, pour votre information, ben, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on s'apprête à rencontrer le tsunami gris. Donc, en 2024, hein, autour de presque 79 000 décès. Donc, on assume que dans les 10-12 prochaines années, il y aura 100 000 décès et plus. Donc, on augmente quand même de 20 000 patients, hein, à l'intérieur d'une dizaine d'années, des gens qui vont être en soins palliatifs, donc vers une expérience où la mort va arriver aussi. Donc, il y a des enjeux à réfléchir par rapport à tout ça. Il y a des enjeux à réfléchir aussi à comment on va organiser ça. Moi, j'ai la chance de travailler dans une maison de soins palliatifs, mais puis il y a des endroits, hein, à travers le système que ça se fait super bien, mais il y a encore des endroits où il y a des gens qui meurent
avec 3 autres personnes, puis pourtant ils sont considérés en soins palliatifs, mais il y a une question aussi de ressources, il y a une question de comment on organise les locaux, il y a une question d'espace. Donc, pour votre information, là, c'est sûr que les chiffres datent, mais je ne serais pas nécessairement étonnée que ça ressemble encore à ça. Les hôpitaux, en ce moment, des soins palliatifs, c'est quand même 53%. Hein. Il y a quelque chose qui est attendu. Quand même que je souhaite que mon proche décède à la maison. C'est quand même une visée qu'on avait là, selon le gouvernement, qu'on fasse en sorte qu'il y ait le plus possible de personnes qui puissent décéder à la maison, mais en même temps, s'il arrive un épisode plus aigu, s'il arrive un épisode où la famille se sent moins outillée, bien, ça se peut qu'il fasse appel au transport ambulancier, puis qu'il y ait un transfert à l'hôpital. Peut-être qu'il y aura un retour à domicile, mais peut-être que non plus. La fin de vie va se faire là pour toutes sortes de raisons. Vous aurez compris qu'en CHSLD, ce n'est pas tant étonnant qu'il y ait quand même 28%, considérant que c'est une population vieillissante avec des maladies importantes, voire des comorbidités importantes. Les gens, on avait rencontré à un moment donné 2 directrices de CHSLD qui disaient que 50% de leur clientèle à eux décédait dans l'année qui suivait leur admission. Donc, on peut imaginer que d'emblée, dès qu'on rentre en CHSLD, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'on serait étonné dans la prochaine année si ce patient-là, si cette personne-là décédait? Et si on pense que non, bien, on est dans quelque chose qui ressemble plus aux soins palliatifs. C'est peut-être plus le temps d'avoir la vitamine D puis d'avoir les autres médicaments, mais de commencer à faire du ménage pour accompagner. Puis accompagner, ça veut aussi dire préparer la famille avant qu'arrive un épisode aigu, où on se retrouve plus en mode urgence que d'avoir préparé le terrain. À domicile, les soins de fin de vie à domicile sont autour de 9%, 10% actuellement. Et pareil pour les maisons de soins palliatifs. Donc, il reste quand même là, un travail à faire si on veut que les systèmes, notamment les hôpitaux, qui théoriquement devraient être des institutions qui offrent des services de première ligne, comment est-ce qu'on peut dégager les hôpitaux, faire en sorte que les patients qui sont en fin de vie puissent recevoir des soins qui soient appropriés. On n'est plus dans de la guérison, comme je vous disais, mais faire en sorte que ce passage-là se fasse dans le plus de douceur et de confort possible. Donc, on le disait, où sont dispensés les soins palliatifs, de se rappeler que le milieu hospitalier, comme je le disais, c'est souvent un lieu de transition, voire un lieu où on va gérer les symptômes. Évidemment que si je suis à domicile, puis que la médication ne fait pas effet, puis que je n'ai pas nécessairement accès à un médecin le lendemain qui vient me voir, puis que la douleur est trop grande, je vais me présenter aux urgences en espérant qu'on puisse gérer les symptômes qui sont présents. C'est vrai pour la douleur, mais ça pourrait être vrai pour la nausée, l'essoufflement. Et en même temps, il y a des milieux hospitaliers, il ne faut pas tout faire ça, mais il y a quand même des milieux hospitaliers là, qui ont des unités dédiées, donc des unités de soins palliatifs, qui deviennent des milieux de vie. Je pense notamment à l'époque ici, ça a fait sa réputation, là, mais l'hôpital Notre-Dame, qui avait quand même une grande réputation pour son accompagnement dans les soins palliatifs. Donc, souvent, les unités de soins palliatifs, ça va être des visées où on va transférer les patients qui vont partir du milieu hospitalier souvent vers ce type d'unité-là. Et ces patients se retrouvent souvent avec un pronostic de vie là, entre moins de 6 mois à moins de 3 mois. Donc, on est quelque chose dans ces eaux-là. Donc, on est vraiment plus proche de la fin que on n'est plus habituellement dans des traitements là, à visée curative. Quand on est rendu dans ces milieux-là, c'est qu'on a cessé la chimio, on a cessé les transfusions, on a cessé la radiothérapie. On est vraiment en mode palliatif. Les CHSLD, on en a parlé, c'est un hébergement public, donc qui se veut aussi un milieu de vie. Et là, la différence, en effet, on peut être en CHSLD pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, le pronostic est incertain, mais assurément qu'on peut quand même penser que les gens qui sont là, ça reste que ça va être une fin de vie en CHSLD. Les soins à domicile, évidemment que les soins à domicile, c'est dispensé avec une équipe. Plus l'équipe, elle est multidisciplinaire, qu'on a la chance d'avoir différents professionnels de la santé pour soutenir les proches aidants, ça permet de faire un maintien à domicile qui est plus optimal, qui va peut-être être une réussite dans le temps. Il y a des milieux qui ont été très innovateurs, très proactifs, notamment toute
L'ouest de l'île, là, quand je pense à Verdun, tout ce coin-là, ça ont été des pionniers dans toute l'approche du soutien à domicile. Vous aurez compris que pour faire du soutien à domicile, au-delà du proche aidant, ben, ça prend des médecins, ça prend l'infirmière, ça prend l'inhalothérapeute, ça prend peut-être des préposés, des travailleurs sociaux. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Et là, ben, c'est peut-être l'enjeu des disparités à travers la province actuellement. C'est pas pareil partout, hein, c'est un peu à géométrie variable, j'ai envie de vous dire, en fonction des ressources qui sont disponibles. Donc, des fois, ça a un impact. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, peut-être une année ou deux, à Montérégie, ici, il y avait un secteur qui n'était pas tant bien couvert par les soins palliatifs, pas parce que les gens ne voulaient pas, mais il manquait de médecins. Donc, on a beau vouloir, les infirmières peuvent être présentes, mais ça reste que ça prend un médecin pour prescrire la médication, pour effectuer les changements. Donc là, ils ont réussi à recruter les médecins. Donc, on observe que les gens arrivent plus tard, hein, notamment dans notre ressource à nous, parce qu'ils ont passé plus de temps à domicile. Puis on peut imaginer que parce que l'organisation des soins a été plus optimale, parce que l'ensemble des acteurs qui devraient être au chevet du patient sont ensemble pour maintenir ce patient-là à domicile. Et évidemment, ben, les maisons de soins palliatifs, donc qui sont des hébergements privés, subventionnés. Hein, le mode de subvention, de financement est sensiblement le même pour toutes les maisons de soins palliatifs. Donc, chaque maison reçoit un montant X par lit, qui est le même montant en fonction du nombre de lits. Fait que là, je vais dire n'importe quoi. Disons que c'est 100 000 par lit, mais il faut aller chercher un autre 100 000 pour faire rouler le lit. Donc, vous aurez compris qu'une maison qui a 4 lits pourrait recevoir 400 000. Peut-être qu'elle doit aller rechercher quelque chose dans ces ordres-là ou un peu moins. Là. Après ça, c'est à voir en fonction. Mais comme chez nous, à la Source Bleue, on a 16 lits. Ça veut donc dire qu'on doit recevoir autour d'1,5 million d'argent du gouvernement, mais il faut également aller chercher par divers moyens de campagne de financement le manque à gagner. Et les pronostics pour être admis en maison de soins palliatifs, ça varie, je vous dirais. Ça varie au sens où c'est souvent moins de 3 mois ou moins de 2 mois dans l'espérance de vie. Ce qu'on entend parler dans le milieu, c'est que les gens arrivent de plus en plus tard dans le processus. Donc, c'est pas rare qu'ils arrivent et ils font plus quelques semaines que quelques mois avec nous. Pour nous, actuellement, là, pour vous donner un ordre de grandeur, à la maison Source Bleue, la moyenne de séjour est 17 jours. Donc, ça fait qu'on est vraiment dans des fois, pas toujours, mais des urgences palliatives, hein, où là, les patients arrivent, puis on est déjà en mode où là, il faut soulager plusieurs symptômes qui sont apparus ou qui n'ont pas été bien soulagés. Puis là, ben, ça va vite, des fois, pour les familles, hein, 17 jours pour réaliser qu'on n'est plus dans une trajectoire où là, ça descendait par palier, mais on est vraiment dans quelque chose d'accéléré. Je vous disais que excusez-moi, parler des soins palliatifs sans parler de la famille ou des proches, ben, c'est pas parler des soins palliatifs. Hein. La famille, les proches du patient font partie de l'équation, font partie du tableau. Vous aurez compris que la fin de vie, la maladie, hein, c'est un moment d'incertitude. À la limite, c'est une crise pour le patient et pour sa famille. Donc, il faut savoir s'adapter aux familles, il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit, de ne pas chercher les failles chez les familles, de toujours se ramener que c'est des gens qui sont souffrants, hein, puis qu'il n'y a pas de bonne ou de moins bonne famille, il n'y a pas de bon ou de moins bon patient. Bon, ça, c'est dans l'idéal, ça reste qu'on est des humains. Hein, puis ça se peut que pour toutes sortes de raisons, je trouve que Madame X est plus difficile à aimer ou Monsieur Y, il ressemble plus au Schtroumpf grognon. Mais essentiellement, quand je suis capable de dépasser ça, puis je suis capable d'aller voir, ça me parle de quoi ce comportement-là? Puis cette famille-là a réagi de cette façon-là. Pourquoi? Bien, souvent, on est capable de voir que justement, leur équilibre a été mis à mal, puis ils essayent de s'en sortir le mieux possible en fonction de leurs moyens, en fonction de leur histoire, en fonction de leur façon de communiquer. Il y a des fois, on est abasourdi d'entendre comment les gens se parlent au sein de la chambre, puis on trouve que c'est un peu heurtant, mais eux autres, ils se parlent comme ça, puis c'est un peu carré, mais c'est rempli d'amour. Donc, tu sais, des fois, ça parle de nous aussi beaucoup, tout ça.
Vous aurez compris que, donc, dans ce contexte-là, ben, tout le monde a à renégocier sa place, hein, son rôle dans la famille, les façons de faire qu'il y avait, les façons de communiquer. Une famille qui communiquait pas des choses super profondes et importantes, hein, que c'était facile de parler de la pluie, du Canadien qui a gagné ou qui a perdu, puis est-ce que Martin Saint-Louis va perdre son poste ou pas? Bien, c'est sûr que quand on est dans des enjeux de fin de vie, on part de loin là, pour ces familles-là à aborder des sujets avec peut-être plus de charge émotive, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va être de trouver une façon de les accompagner à leur rythme, en même temps d'essayer autant que faire se peut de les faire communiquer et en même temps de respecter que ça ne sera peut-être pas possible, hein. On ne peut pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite, mais vous aurez compris que si ma façon de communiquer est peut-être plus simple, puis j'aborde pas les enjeux qui sont plus émotifs, ben ça se peut que la fin de vie, elle soit plus difficile à entrevoir, puis à nommer les choses qui sont dérangeantes et tout ça. Puis peut-être que ma façon de réagir à ça, ben ça va être de critiquer l'équipe soignante, de voir que l'infirmière arrive avec un 15 minutes de retard dans la chambre. Donc, au-delà de ça, ben c'est d'aller chercher, de comprendre pourquoi hein, cette personne-là communique de cette façon-là, puis on est capable d'aller chercher la fonction du symptôme. Donc, évidemment, hein, on va soutenir les proches, donc dans du soutien émotionnel, les aider à comprendre les enjeux, faire beaucoup de psychopédagogie pour nos proches. C'est fou comment les gens ont encore la croyance, ne serait-ce que celle-ci, que la morphine tue. Ça y est, ils ont commencé les injections de morphine, elle va mourir. Là, les infirmières doivent prendre le temps de dire que, ben non, le patient prenait déjà de la morphine, mais sous forme de capsule, de comprimé. Là, on vient de changer le moyen d'injection parce que la personne n'est plus capable de le prendre, mais ça ne fait pas qu'elle va mourir nécessairement plus vite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à défaire pour pouvoir accompagner les familles puis défaire les fausses croyances en fait. On va aussi les préparer au deuil. Hein, quand on a la chance de les avoir un petit bout de temps avec nous, ben, essayer de faire en sorte d'entrevoir la vie sans l'autre. Hein, ça va être quoi les enjeux pour eux, puis comment est-ce qu'on peut les orienter. Donc ça va être souvent un peu plus le rôle des équipes psychosociales, de faire en sorte de s'assurer que la transition va se faire, puis peut-être même d'avoir du soutien après le décès. Je sais que dans les milieux publics, c'est plus difficile. Il y a certains endroits que ça reste possible, mais c'est souvent un appel hein, pour voir comment ça va, puis peut-être orienter vers des ressources plus spécialisées, bien qu'il n'y en ait pas tant que ça non plus. Évidemment, hein, on va les impliquer dans l'approche, dans le traitement étant ici prendre soin, le confort. Donc, on va prendre le temps d'écouter les préoccupations, les peurs, mais on va aussi miser sur leurs forces. Hein. Moi, je dis en soins palliatifs, dans le fond, il n'y a pas une supériorité des savoirs. Les familles sont sans doute celles qui connaissent le plus leurs proches. Les gens qui ont pris soin de leurs proches à domicile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis qui arrivent au sein des soins palliatifs, bien évidemment qu'on a peut-être une meilleure technique pour faire un pansement. Mais en même temps, madame a maintenu son conjoint avec ce qu'elle avait, puis ça s'en est plutôt bien tiré. Donc, de la garder qualifiée. Montrez-moi comment vous faisiez ça à domicile pour créer une alliance puis faire en sorte que la personne travaille avec nous. Puis pour certains membres de la famille ou certains proches, c'est plus facile de rester dans l'action, donc de nous aider hein, à prendre soin de leurs proches que de passer dans une posture de être. Hein, il en faisait beaucoup à la maison. Être dans le faire, il y a comme quelque chose où on se sent utile, on est moins dans l'impuissance. Puis là, des fois, il arrive dans des milieux de soins palliatifs où là, c'est l'équipe qui prend en charge. Puis là, vous allez pouvoir redevenir la conjointe. Hein, on entend ça des fois dans nos milieux. Puis l'intention, elle est positive. C'est vrai qu'on veut soulager la conjointe qui en avait probablement beaucoup sur ses épaules. Et en même temps, ben, pour certains membres, des fois, c'est comme, ben, voyons, je l'ai fait à la maison, je peux-tu également rester impliqué? Donc, ça permet d'apprivoiser ce qui s'en vient avec un peu plus de délicatesse. Et service de soutien, bien évidemment, quand on a la chance d'avoir des équipes multi, bien, il y aura des infirmières, il y aura l'inhalothérapeute, mais il y aura peut-être aussi l'intervenant en soins spirituels, il y aura peut-être le psychologue, il y aura peut-être la nutritionniste hein, qui va venir nous aider à réfléchir comment on peut alimenter le patient pour que ça soit goûteux, savoureux et tout ça. Donc, ça peut aller dans toutes les sphères, mais c'est vraiment de faire en sorte que le soutien va être mis en place à divers niveaux. Et évidemment, je le disais un peu plus tôt, mais également dans le processus de deuil pour la suite.
Je ne pourrais pas parler des soins palliatifs sans quand même faire une place à la spécificité des maisons de soins palliatifs. Donc, de vous rappeler qu'en ce moment, il y a 38 maisons qui sont membres de l'Alliance des maisons de soins palliatifs. Il y a une maison qui n'est pas membre et il y a 7 maisons ou 7 idées de construction qui sont en projet à travers le Québec. Donc, ça fait quand même une couple de maisons qui sont dédiées vraiment à des soins de fin de vie. Vous aurez compris qu'on est à dimension humaine. Là, j'ai mis entre 6 et 23 chambres, mais si je ne me trompe pas, je crois même qu'à Mont-Tremblant, c'est une maison de soins palliatifs de 4 chambres et la plus grande maison actuellement, c'est dans l'ouest de l'île, là, avec 23 chambres. Là, le nom va m'échapper. Teresa. Merci beaucoup. Je suis de retour, Sophie. Je suis désolée, là, c'est vraiment la joie de vivre en campagne. Pas de souci. Donc, je vous le disais, hein, on est vraiment des organismes à but non lucratif, donc le financement à la hauteur environ de 50 %. La gratuité des services, ça, c'est vraiment une fausse croyance aussi, hein. Les gens pensent que les maisons de soins palliatifs, il faut avoir des sous pour venir, donc c'est faux. Les maisons de soins palliatifs, c'est vraiment des milieux qui sont gratuits. Il peut y avoir une contribution qui soit demandée. Nous, chez nous, c'est 150 $ là, pour dire qu'il y a quelque chose, mais après ça, il n'y a pas de frais pour habiter là, il n'y a pas de frais pour être nourri, il n'y a pas de frais pour les services reçus. Les seuls frais qui demeurent à la charge du patient, c'est les frais en lien avec la médication, un peu comme quand ils sont à la maison, hein, c'est le même principe, c'est les patients qui doivent débourser pour la médication. Notre avantage aussi, on est une équipe soignante spécialisée, donc on ne fait pas nécessairement affaire avec des agences. Les gens ne sont pas prêtés, le personnel n'est pas prêté d'un étage à l'autre parce qu'il manque de personnel. Donc, c'est souvent des infirmières qui ont choisi de travailler dans ce milieu-là, de développer cette expertise-là, tout comme les médecins, hein, qui ont souvent d'autres pratiques à l'extérieur, mais qui consacrent également une partie de leur pratique auprès de la population en soins palliatifs. Nos ratios, là, j'ai pris le ratio qu'on a chez nous à la maison de soins, mais c'est quand même un ratio là, qui parle, c'est peut-être un 1 pour 3 dans d'autres milieux, mais ça fait que nos infirmières ont en moyenne 4 patients, jamais plus que ça chez nous, à prendre soin, à s'occuper. Donc, vous comprenez que ça donne du temps. Hein? Si Mme Tremblay pleure quand je lui ai donné son injection, ben, j'ai du temps pour m'asseoir à son chevet, vérifier qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile ce matin-là pour elle parce que, ultimement, ben, j'ai peut-être 3 autres patients, mais j'en ai pas 12 autres à prendre en compte en même temps. L'équipe interdisciplinaire, on en a parlé. La force aussi des maisons de soins palliatifs, on ne serait pas la même équipe, on n'aurait pas la même efficacité, humanité, si on n'avait pas tous les différents bénévoles qui œuvrent dans différents secteurs. Hein. Donc, on peut avoir des bénévoles aux soins, on peut avoir des bénévoles à la cuisine, au jardin, à l'administration, à la maintenance. Donc, ça fait du monde. Hein? On est des petites PME. Chez nous, c'est plus de 200 bénévoles qui soutiennent la mission, qui sont là pour prendre soin du patient et de sa famille. Donc, ça fait du monde qui sont présents, qui sont solidaires à ce qui est vécu au sein de la maison. Je vous l'ai dit, habituellement, c'est un pronostic de moins de 3 mois. Et les maisons de soins palliatifs, mine de rien, ça fait que ça accueille autour de 5 300 patients par année. Donc, c'est quand même une façon de soutenir le système, une façon de répartir les charges, d'enlever peut-être justement les gens les hôpitaux, c'est plus leur place, d'offrir un lieu qui soit un peu plus doux. Et c'est aussi presque 1150 professionnels de la santé là, qui œuvrent à soutenir les familles et les proches. J'ai envie de vous dire qu'enfin, la dernière spécificité des maisons de soins palliatifs, c'est qu'on met l'indice du bonheur de la personne et de ses proches au cœur de nos préoccupations. Donc, ça passe par toutes sortes de moyens. Ça pourrait être
Ça pourrait être que, justement, je vous le disais tantôt, si la personne a encore envie de manger du bacon, mais qu'elle est à risque de s'étouffer, ben, on va quand même le faire. Puis ça, nous, dans notre jargon, on appelle ça la dignité du risque. Hein, la personne, elle est apte, elle est capable de prendre ses décisions, elle reconnaît qu'il y a des risques associés à ça, mais pour elle, ben, elle a envie de manger encore son gâteau, son shortcake aux fraises. On a une dame qui avait la SLA, puis elle savait là, qu'elle était à risque de s'étouffer, mais elle faisait signe à l'infirmière de manger une autre bouchée, puis ça ne venait pas assez vite. Un peu comme les patients qui veulent se lever. Bien, il y a des patients qui sont à risque de chute, puis quand même qu'on a mis des tables, quand même qu'on a mis des moyens en place, bien, il y a des patients qui vont essayer tout le temps de se lever, puis des fois, c'est une façon de réaliser qu'ils ne sont plus capables, mais on va les laisser se lever autant qu'ils veulent, en ayant pris le soin, évidemment, d'annoncer les risques, de proposer du soutien, de l'aide. Mais M. Tremblay, quand il a décidé de faire quelque chose, bonne chance de faire changer des idées. Donc, c'est aussi ça, hein, d'accompagner la personne puis faire preuve d'ouverture. Moi, je dis toujours, c'est facile d'être ouvert aux idées des autres quand ils pensent comme moi puis qu'ils vont dans ma direction. Mais si M. Tremblay décide de faire quelque chose que je juge, moi, dangereux, que je juge difficile, qui n'est peut-être pas la meilleure option, ben, c'est M. Tremblay, hein? C'est pas parce qu'on est apte qu'on prend toujours les meilleures décisions possibles. Fait qu'il faut composer avec tout ça. Lynn, je te laisse prendre les mythes. Ça va peut-être ça va peut-être conclure pour les 5 minutes, 7 minutes qui restent avant les questions. Oui, puis en fait, les gens me connaissent pas, mais je suis comme un verbomoteur. Fait que disons que ça a comme un peu changé mes plans de la journée. J'en suis bien désolée. Alors, les mythes qui ont été pris sur le portail des soins palliatifs, hein, euh, les soins palliatifs accélèrent la mort. Ben, je pense qu'on a dû en parler tantôt, mais je pense que ça ne hâte ni ne retarde le processus de fin de vie. Les soins palliatifs sont réservés aux personnes en train de mourir du cancer. Ben non, hein, c'est de toutes les maladies, on l'a vu dans les trajectoires de vie. Une personne en soins palliatifs qui cesse de manger mourra de faim. Tu sais, je penserais pas, hein, on compare souvent la fin de vie au début de la vie, hein, un enfant commencera pas à manger dès les premières heures, ben une personne en fin de vie va tranquillement, pas vite, perdre de toute façon le goût de manger. Euh, on peut seulement recevoir des soins palliatifs à l'hôpital. Ben non, on a eu plein de beaux exemples depuis tantôt qu'il y a d'autres endroits pour mourir. Euh, pour leur protection, les enfants ne doivent pas être confrontés à la mort et à la fin de vie. Nous, ben, on va accompagner les familles là-dedans. On encourage au contraire les enfants d'être présents. C'est eux autres qui décident en fait ultimement s'ils ont le goût d'être là. Mais moi, je pense qu'on part de la prémisse que les enfants souvent vont s'imaginer en fait le pire quand ils sont pas présents. Alors, on encourage vraiment la présence des enfants. Puis, on a tout plein de beaux exemples là, de familles qui finalement nous ont dit à la fin, ben ça a été une bonne chose de venir voir grand-maman ou de venir voir un proche. Alors, ça fait partie de notre travail aussi d'accompagner les parents qui disent, ben non, je souhaitais pas les amener pour les préserver. Ben nous, on va leur expliquer. Puis après ça, ben ils auront le choix de décider s'ils ont le goût des amener. Mais vraiment, on a quand même beaucoup de beaux exemples. La douleur fait partie de la mort. Ben non, on est capable, puis je pense qu'on est rendu pas mal bon là-dedans pour essayer de, 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 de diminuer cette douleur-là le plus possible. L'administration d'analgésiques en soins palliatifs entraîne une dépendance. Non, parce que la personne en a besoin, donc le corps a ce besoin-là d'avoir cette médication-là. Puis comme des fois on dit avec Sophie, ben même si hein, rendu là, de toute façon. Alors, le prochain, la morphine précipite la mort. Ça aussi, hein, on l'a sûrement mentionné, c'est pas pour rien. Tu sais, les gens voient le mot mort dans morphine. Ben non, c'est si le patient en a. Puis, vous savez, c'est important de mentionner, puis les familles aussi, qu'il y a certains patients qui décèdent avec à peu près rien. Il y a certaines maladies qui font en sorte qu'on n'a pas beaucoup de symptômes, puis on ne médicamentera pas un patient
qu'il n'y en a pas de besoin. On va y aller avec les symptômes qu'il y a, mais très certainement, ça n'accélérera pas le processus de fin de vie. Les soins palliatifs sont un aveu d'abandon de la part des médecins. Ils sont signes que tout espoir est perdu. Ben, si on a vu tantôt les trajectoires, ben, je pense qu'au contraire, les soins palliatifs ont avantage à être plus précocement dans le processus pour accompagner les patients. Et c'est pas un constat d'échec du tout. Il y a une phrase qui dit que c'est pas parce que je ne guéris pas que je ne soigne pas. Hein. On est là pour quand même soigner les patients. Et le dernier, ben, si mourir à la maison n'est pas une option pour un proche, c'est parce qu'il l'a laissé tomber. Et aïe, aïe, ça arrive tellement souvent qu'on a des familles qui arrivent chez nous avec un peu une espèce de constat d'échec parce qu'ils disent oui, mais je lui avais promis. Je lui avais promis de rester à la maison jusqu'à la fin. Puis vous savez, les raisons pour lesquelles un patient en fait, souvent, les maisons de soins palliatifs ou les milieux de soins, c'est comme un plan B. On le sait que les patients souhaiteraient rester à la maison jusqu'à la fin, mais c'est pas toujours possible. Euh, un adulte, c'est grand, c'est pas comme un enfant. Donc, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est gestion de symptômes, tu sais, changer la culotte d'incontinence d'un patient dans un lit, c'est extrêmement difficile. Toute la gestion de la médication, tant et aussi longtemps que la médication est régulière, ça va, mais quand le médecin commence à rajouter des médicaments au besoin pour la nausée, pour les migraines, pour la douleur, c'est comme, est-ce que je peux y en donner? Est-ce que c'est le bon moment d'y en donner? Comment on évalue toute la gestion de la médication? Puis il y a aussi toute l'anxiété puis le stress que ça engendre d'être avec un patient en fin de vie qu'on entend respirer, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est en train d'arriver. Alors, pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, une équipe spécialisée devient nécessaire autour du patient. Puis souvent, ça va se manifester dans les dernières semaines de vie. Alors, c'est de dire à la personne qui arrive, le conjoint, la conjointe, les enfants, il y a pas de souci d'arriver chez nous. On est là pour vous aider. C'est pas un constat d'échec. On est là euh, pour vous accompagner jusqu'à la fin. Alors voilà.